Antoine de Courville possédait tout ce qu'on peut désirer. Le pouvoir, la fortune, le respect. Pourtant, lors d'une soirée mêlée de défis et de désespoir, devant des dizaines de regards incrédules, il a fait cette déclaration: « J'épouserai la première femme qui passera cette porte. » Et à cet instant, les battants se sont ouverts. Le grand salon devint silencieux. Le tintement des verres de cristal s'arrêta net, et même l'orchestre suspendit sa mélodie un court instant. Antoine se tenait debout, au centre de l'escalier en marbre, le regard intense, comme s'il mettait au défi le destin lui-même. Sa voix résonnait encore dans la pièce, chargée d'un mélange de colère et de fierté. « A-t-il perdu la raison ?» chuchota une invitée, dissimulant un petit rire derrière son éventail doré. « Il est ivre », murmura un autre en ajustant sa veste. Mais personne n'osait rire à voix haute. Après tout, il était l'homme le plus influent de Paris. Soudain, les immenses portes du salon grincèrent en s'ouvrant lentement. Le cœur des convives s'emballa. Que se passerait-il si quelqu'un entrait vraiment? Sa promesse était une bombe sur le point d'exploser. Tous les regards se tournèrent, anxieux. Quelques dames portèrent la main à leur bouche, les hommes échangèrent des regards nerveux, et Antoine lui-même, pour la première fois, sentit le poids de sa propre audace. La porte s'ouvrit complètement, révélant la silhouette d'une jeune femme simple, hésitante, comme si elle s'était trompée d'endroit. Le choc fut immédiat. Sa robe était modeste, contrastant violemment avec le luxe ambiant. Élise Renaud tenait un sac en tissu usé. Elle n'appartenait manifestement pas à ce monde. À ce moment précis, Grégoire Dubois, le cousin d'Antoine, serra les poings et s'avança, le visage empreint d'une fureur contenue. Il se pencha vers le milliardaire et souffla venimeux: « Si tu oses prendre cette fille au sérieux, je révélerai des secrets qui détruiront ton nom et ton empire. » Antoine resta de marbre, mais le poison de ses mots rendit la respiration de l'assemblée plus lourde. Le jeu ne faisait que commencer. Les paroles de Grégoire résonnèrent comme une lame froide aux oreilles d'Antoine. Son visage se durcit une seconde, puis son regard se perdit, fixé sur la porte encore entr'ouverte. Le bruit des gonds le ramena à un lointain souvenir, à un moment où sa vie avait pris un tournant irréversible. Quelques mois avant cette soirée, Antoine était seul dans son bureau, entouré de contrats et de chiffres qui, pour tous, étaient des symboles de pouvoir, mais pour lui n'étaient que des chaînes. Le silence de l'hôtel particulier était pesant. Il avait assez d'argent pour tout acheter, sauf la sincérité. Les gens qui l'approchaient avaient toujours dans les yeux un calcul froid. Combien pourrait-il gagner de son amitié, de son attention, ou peut-être de son cœur? C'est lors d'une de ces nuits que Grégoire était entré sans frapper, arborant le même sourire vénéneux qu'il affichait maintenant dans le salon. « Tu peux t'offrir n'importe quelle femme, cousin. Mais l'amour, ça, tu ne l'auras jamais, » avait-il provoqué en se servant un verre de cognac. « Tu n'es qu'un idiot entouré de flatteurs, tu finiras seul tout comme ton père. » Antoine déglutit. Il savait que Grégoire cherchait seulement à le blesser, mais ces mots avaient touché sa plaie la plus profonde. Depuis son enfance, il avait vu sa mère être utilisée comme un pion dans le jeu social. Des amours achetés, des alliances rompues, des promesses creuses. Tout dans sa vie avait été une transaction. Cette nuit-là, blessé dans son orgueil et las de l'hypocrisie, Antoine s'était levé, déterminé à défier le sort. Il s'était approché de la fenêtre et avait dit à voix basse: « Mais ferme, très bien. Le jour où j'en aurai assez de tout ça, j'épouserai la première femme qui franchira la porte. Au moins, ce ne sera pas un choix intéressé, mais celui du hasard. » Grégoire avait éclaté de rire, frappant le bras du fauteuil. « Je veux être là pour assister à ta chute, Antoine. Je veux te voir enchaîné à une femme sans valeur, simplement parce que le destin se sera moqué de toi. » Antoine n'avait pas répondu. Mais cette phrase s'était gravée dans son esprit comme un serment, une promesse qu'il n'aurait peut-être jamais à tenir, jusqu'à cette fameuse soirée, devant tout le monde. Et maintenant, Élise était là, debout sur le seuil, portant dans ses mains la simplicité que Grégoire avait toujours qualifiée de ruine. Le passé et le présent se télescopaient, et le salon tout entier attendait sa décision. Antoine prit une profonde inspiration. L'attente était palpable dans la salle,
Mais le tumulte en lui était encore plus grand. Pendant des années, son plus grand désir était resté secret, presque enfantin, trouver quelqu'un qui le verrait comme un homme et non comme une fortune sur pattes. Le puissant milliardaire que tous craignaient n'était qu'un homme avide d'authenticité, d'une vie qui ne serait pas dictée par des contrats. En regardant Élise, si déplacée avec sa robe simple et ses yeux effrayés, il ressentit quelque chose de différent. Il y avait dans ses gestes une vérité brute, une innocence qui tranchait avec les sourires de façade qui l'entouraient. Mais avec cette étincelle d'espoir venait l'ombre du conflit. Rien dans la vie d'Antoine n'était simple, et choisir cette femme signifiait affronter un océan de préjugés et de haine. Élise, de son côté, comprenait à peine la situation dans laquelle elle était tombée. Elle était entrée dans l'hôtel particulier, simplement pour livrer une commande de tissu à la couturière de l'étage. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver au centre d'une scène aussi absurde. Quand tous les yeux se fixèrent sur elle, elle sentit son visage s'empourprer. « Pardon, je crois que je me suis trompée de porte », murmura-t-elle en essayant de reculer. Mais Antoine fit un pas en avant, sa voix résonnant avec fermeté. « Non, vous êtes arrivé au bon moment. » Le salon explosa en chuchotements. Certaines dames se couvrirent le visage comme si elles assistaient à un scandale. Les hommes rirent discrètement, convaincus qu'il ne s'agissait que d'une provocation passagère. Grégoire, cependant, s'avança avec une fureur maîtrisée. « Vas-tu vraiment déshonorer le nom de la famille, épouser une inconnue entrée ici par accident? Elle n'a ni lignée ni statut, elle n'a absolument rien. » Élise baissa la tête, sentant le poids de ses mots. Depuis son enfance, elle avait appris ce que c'était que d'être invisible aux yeux des puissants. Élevée par sa mère couturière, elle s'était battue pour aider à la maison, travaillant dès son plus jeune âge, dans des ateliers étouffants. Son plus grand rêve était simple, ouvrir sa propre petite boutique et offrir à sa mère une vie paisible. Elle n'avait jamais rêvé de luxe ou de titre, et maintenant, face à cet homme que tous appelaient le milliardaire, elle se sentait encore plus petite. Mais Antoine, en observant sa réaction, perçut la différence flagrante entre Élise et toutes les autres femmes qui avaient tenté de le conquérir. N'importe laquelle se serait accrochée à son annonce comme à un billet de loterie gagnant. Élise, au contraire, semblait gênée, ne souhaitant que s'enfuir. C'était exactement ce qu'il cherchait, quelqu'un qui ne verrait pas en lui un coffre-fort ambulant. Pourtant, les obstacles étaient immenses. Grégoire était prêt à tout pour saboter cette union, car il voyait en Antoine un rival non seulement en affaires, mais aussi pour le prestige familial. Il tenait là l'occasion parfaite de détruire son image, en propageant l'idée que le milliardaire était devenu fou au point de choisir pour épouse une inconnue sans valeur. De l'autre côté, les invités représentèrent la société tout entière, toujours prompte à juger. Les murmures s'intensifiaient. « C'est un outrage. Il a perdu la tête. Cette jeune fille ne sera jamais acceptée. » Chaque mot tombait comme une pierre sur les frêles épaules d'Élise. Et au fond d'elle, elle se demandait aussi pourquoi la choisirait-il? Pourquoi insister sur quelque chose d'aussi improbable? Antoine marcha vers elle, s'arrêtant à quelques pas. Ses yeux, déterminés, rencontrèrent les siens. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, d'un ton bas mais audible pour tous. Élise hésita, déglutissant. « Élise Renaud. »« Mais bien Élise Renaud, » dit-il en élevant la voix. « Devant tous, ici présents, je le réaffirme, je vous épouserai. » Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que les murmures. Grégoire écarquilla les yeux, submergé par la haine. Quelques dames faillirent s'évanouir d'indignation, et Élise, elle sentit ses jambes flageoler. Elle ne savait pas si elle devait fuir ou affronter la situation. Une partie d'elle voulait disparaître, mais une autre, plus profonde, ressentit un frisson étrange, comme si la vie avait décidé de la pousser vers un destin plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle pensa à sa mère, seule à la maison, cousant tard dans la nuit. Elle pensa à l'avenir qu'elle avait toujours cru inaccessible, et même sans comprendre, une petite flamme d'espoir s'alluma en elle. Mais cette flamme fut bientôt menacée par l'ombre cruelle du conflit. Grégoire n'allait pas perdre la bataille sans se battre.
S'approchant, il éleva la voix pour que tous l'entendent. « Tu commets une erreur fatale, Antoine. Cette femme te mènera à ta perte, et je veillerai à ce que le monde entier le sache. Si tu persistes dans cette folie, prépare-toi à perdre non seulement ta réputation, mais aussi ta fortune. » Les mots résonnèrent comme une sentence de mort. Le public se partagea entre rires malveillants et regards de compassion. Le cœur d'Élise s'emballa. Elle ne voulait être la cause de la ruine de personne, mais en même temps, la fermeté d'Antoine à ses côtés lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la protection. Ainsi, au milieu du faste de l'hôtel particulier, le véritable conflit était posé. D'un côté, le désir profond d'Antoine de vivre enfin un amour véritable. De l'autre, le poids écrasant des attentes, des menaces et des préjugés qui planaient comme un orage sur le point d'éclater. Il rêvait de sincérité, elle rêvait de dignité, mais le chemin pour y parvenir serait pavé d'humiliation, d'injustice et de décisions qui changeraient leur vie à jamais. L'annonce d'Antoine tomba sur le salon comme un éclair dans un ciel serein. L'air devint lourd et pendant quelques secondes, personne n'osa bouger. Le silence, cependant, fut bientôt brisé par une vague de rires étouffés, de soupirs indignés et de chuchotements venimeux. La demeure qui respirait autrefois le respect et l'admiration débordait maintenant de sarcasme et de moquerie. Grégoire, profitant de l'agitation, fit un pas en avant. Son sourire était une lame aiguisée. « Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre la plus grande absurdité de l'histoire de cette famille. Le puissant Antoine de Courville, héritier de l'empire de Courville, a décidé que sa future épouse ne serait pas une dame de prestige, ni la fille d'alliés politiques, mais une simple livreuse de tissus. » Son éclat de rire retentit, suivi de quelques rires nerveux dans l'assistance. Élise sentit son visage brûler. Elle voulut s'enfuir, disparaître, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Chaque regard qui l'atteignait était un couteau invisible. Certains invités la toisaient de la tête aux pieds, analysant sa robe usée, ses chaussures simples, ses cheveux attachés sans aucun ornement. « Voyez donc, mesdames !» continua Grégoire, enflammé par le soutien tacite du public. « Alors que nos filles se préparent pendant des années à devenir dignes de la société, il suffit qu'une inconnue franchisse une porte pour conquérir le cœur de notre illustre hôte. Quelle cruelle plaisanterie du destin !» Les chuchotements devinrent des voix plus audibles. « C'est inacceptable. Il salit son propre nom. Elle n'a aucun raffinement. » Une dame en robe bleue, épouse d'un homme d'affaires influent, leva le menton et lança « C'est un affront pour nous toutes, Antoine. Une offense aux familles qui vous ont toujours soutenu. Comment pouvez-vous humilier votre lignée de la sorte ?» Antoine resta ferme, mais la tension était visible sur sa mâchoire serrée. Il regarda Élise, essayant de lui transmettre de la sécurité, mais elle peinait à lever les yeux. Grégoire ne s'arrêtait pas. Son plaisir était de transformer chaque seconde en un supplice pour elle. « Dites-nous, ma chère Élise, qu'avez-vous à offrir à un homme comme Antoine? Savez-vous vous tenir à table? Parlez-vous d'autres langues? Avez-vous déjà voyagé au-delà de ces rues misérables d'où vous venez ?» Le rire collectif la cingla comme un fouet. Élise respira profondément, cherchant une réponse, mais sa voix sortit tremblante. « Je suis seulement venue livrer des tissus. Je ne voulais pas être au milieu de tout ça. » Ces paroles, chargées de sincérité, furent interprétées comme une faiblesse. Le public rit encore plus fort. Un serveur, passant avec un plateau, murmura à son collègue « On ne dirait même pas qu'elle est dans un palais. La pauvre, elle ne sait même pas soutenir le regard des gens. » La fiancée qui ne le fut jamais, une femme nommée Véronique, qui nourrissait depuis des mois l'espoir de conquérir Antoine, éleva la voix avec un venin mielleux. C'est peut-être ce qu'il a toujours voulu. Quelqu'un sans voix, qui accepte n'importe quoi. Une jeune fille qui, reconnaissante d'avoir été choisie, n'osera jamais le questionner. Pratique, n'est-ce pas? Le salon explosa en éclats de rire complices. Élise sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle lutta contre elles. Elle ne voulait pas offrir au public le plaisir de la voir pleurer. Pourtant, sa poitrine lui faisait mal comme si on l'écrasait. Elle pensa à sa mère, à ses années de lutte, à ses nuits blanches passées à coudre.
Elle pensa à tous les efforts qu'elle avait toujours faits pour être digne, même dans la pauvreté. Et maintenant, devant des inconnus, elle était réduite à néant. Antoine n'en pouvait plus. Sa voix retentit, ferme, comme un coup de tonnerre. « Assez !» Le salon se tut, mais les regards restaient hostiles. Il fit face à Grégoire. « Tu parles de lignée, de statut, mais tu oublies ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les noms de famille qui rendent quelqu'un digne, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. » Grégoire sourit, provocateur. « Beau discours, cousin, mais tu sais aussi bien que moi que cette femme ne sera jamais acceptée. Tu peux forcer tout le monde à se taire, mais tu ne peux pas obliger la société à la respecter. À leurs yeux, elle sera toujours une intruse. Et toi, un fou épris d'une illusion. » Élise trembla. Ses paroles étaient comme des miroirs, reflétant la peur qu'elle portait déjà en elle. Serait-ce vrai? Serait-elle toujours un fardeau pour Antoine? L'assemblée, encouragée, commença à murmurer à l'unisson, créant une vague suffocante. Indigne, indigne, indigne. C'était comme un cœur cruel. Certains frappaient leurs verres sur les tables, d'autres secouaient la tête en signe de désapprobation. Chaque son oppressait le cœur d'Élise. Antoine tenta de s'approcher d'elle, mais Grégoire intercepta le geste avec une dernière estocade. « Regarde-la bien, Antoine. C'est ça que tu veux? Transformer la famille de Courville en sujet de moquerie? Vas-tu jeter à la poubelle le respect dont tu as hérité juste pour satisfaire un caprice passager? Tous ici sont témoins. Si tu choisis cette femme, ce sera la fin de ta réputation. » Les invités applaudirent, certains ironiquement, d'autres soutenant sincèrement Grégoire. Le salon ressemblait à une arène, et Élise était au centre, privée de toute défense. Elle ne le supporta pas. Finalement, les larmes coulèrent. Elle se couvrit le visage de ses mains, souhaitant disparaître. Elle voulait crier qu'elle n'avait rien demandé, qu'elle ne voulait ni gloire ni richesse. Elle voulait juste la paix. « S'il vous plaît, laissez-moi partir », murmura-t-elle à peine audible. Mais Antoine l'entendit, et ses mots furent comme un poignard. Non pas parce qu'elle demandait à partir, mais parce qu'il réalisait que sa souffrance venait du poids qu'il avait placé sur ses épaules. Il leva la main, demandant le silence. « Écoutez bien, » dit-il avec fermeté, « je ne retire pas ma parole. Oui, j'ai promis d'épouser la première femme qui entrerait ici, et maintenant que je la vois, je sais que ce n'était pas le hasard. C'était le destin. » Le salon rugit de mépris. Le rire était collectif, comme une tempête moqueuse. Élise, toujours en pleurs, se sentit plus petite que jamais. Mais, au milieu de ce chaos, quelque chose commença à changer. Le père Michel, assis discrètement dans un coin, se leva. Son regard serein contrastait avec la fureur ambiante. Il marcha lentement jusqu'au centre, posant une main sur l'épaule d'Élise. « Ce que le monde méprise n'est pas toujours ce que Dieu rejette », dit-il d'une voix calme mais ferme. Beaucoup ici oublient que la valeur d'une personne ne réside pas dans les vêtements qu'elle porte ou les titres qu'elle détient, mais dans le cœur qu'elle possède. Ces paroles ne firent pas taire tout le monde, mais elles provoquèrent un bref silence, comme si une brise légère avait traversé la tempête. Élise, encore tremblante, leva les yeux vers cet homme de foi, et, pour la première fois cette nuit-là, elle sentit qu'elle n'était pas complètement seule. Mais le mal était fait, l'humiliation publique resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Devant des centaines de témoins, elle avait été ridiculisée, réduite à rien. Et même avec le soutien d'Antoine et du prêtre, la question demeurait. Comment quelqu'un de si simple pourrait-il affronter un monde entier prêt à l'écraser? Le salon attendait. Le destin ne faisait que commencer à se dessiner. Le silence après les mots du père Michel ne dura que quelques secondes, mais parut une éternité. La demeure entière vibrait de tension, comme si l'air s'était épaissi. Élise essuya discrètement ses larmes du revers de la main, essayant de retrouver un minimum de dignité. À ses côtés, Antoine restait immobile, mais son regard était une flamme contenue, un mélange de colère et de détermination. Grégoire ne supportait pas de voir l'audience hésiter, même un instant. Il devait reprendre le contrôle. « Ne vous laissez pas tromper par les belles paroles d'un prêtre sentimental », déclara-t-il, la voix chargée de mépris.
La réalité est claire, cette femme ne nous appartient pas. Elle n'a pas de naissance, pas d'éducation, absolument rien à offrir. L'accepter serait cracher sur tout ce que nous avons bâti depuis des générations. Quelques invités hochèrent la tête en signe d'approbation, mais d'autres semblaient mal à l'aise. Le discours enflammé de Grégoire commençait à paraître répétitif, comme un venin perdant de son effet. Le père Michel profita de cette brèche. « Et qu'avez-vous bâti au fil des générations ?» questionna-t-il d'un ton ferme, visant directement Grégoire. « La richesse, le pouvoir, les apparences, oui, tout cela vous l'avez. Mais quand avez-vous construit quelque chose avec un amour vrai pour la dernière fois? Quand avez-vous choisi quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il possède? Répondez, Grégoire Dubois. Vous qui défendez tant le nom de la famille, avez-vous déjà fait quelque chose de digne de ce nom? » Le salon murmura. Certains échangèrent des regards, surpris par l'audace du prêtre. Grégoire, pris au dépourvu, tenta de garder contenance, mais la sueur perlait déjà sur son front. « Je n'ai pas à répondre à des sermons de bas étage, » rétorqua-t-il. « Ce qui est en jeu ici n'est pas mon caractère, mais l'imprudence de mon cousin. » Antoine, jusque-là silencieux, éleva la voix. « Non, Grégoire. Ce qui est en jeu, c'est ton obsession de me détruire. Ça l'a toujours été. Depuis l'enfance, tu n'as jamais supporté de voir que je recevais de l'attention, que je portais l'héritage de notre grand-père. Tu te nourris de l'envie comme d'autres respirent. » L'assistance s'agita. Des dames portèrent la main à leur bouche en état de choc, tandis que les hommes chuchotaient. Jamais ils n'avaient vu Antoine exposer ainsi sa famille en public. Grégoire eut un rire nerveux. « Voyez comme il essaie de détourner l'attention. Nous ne parlons pas de moi, mais de cette intruse. » Le père Michel intervint de nouveau, cette fois en se tournant vers Élise. « Dites-nous, mon enfant, qui êtes-vous? Racontez-leur la vérité de votre vie. Montrez-leur que bien que vous n'ayez pas de titre, vous possédez quelque chose qu'aucun de nous ici ne peut acheter. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Le salon tout entier la regardait, attendant, peut-être juste pour trouver d'autres raisons de se moquer. Mais la voix calme du prêtre lui donna de la force. Elle inspira profondément et, les larmes encore aux yeux, elle parla. « Mon nom est Élise Renaud. Je suis née et j'ai grandi dans cette ville. Ma mère a toujours travaillé comme couturière et depuis mon enfance, j'ai appris avec elle à valoriser chaque centime. Nous n'avons jamais eu de luxe, mais nous avons eu de la dignité. Je travaille depuis l'âge de 14 ans dans des ateliers de couture et tout ce dont je rêve, c'est d'ouvrir ma propre boutique pour que ma mère n'ait plus à travailler jusqu'au milieu de la nuit. Je ne suis pas venu ici chercher un mari, ni la richesse. Je livrais seulement des tissus. Mais si vous voulez savoir ce que j'ai à offrir, c'est ça, la vérité et le courage d'affronter la vie sans me vendre. » Le salon resta silencieux. Pendant quelques secondes, on n'entendit que les respirations contenues. Il y avait quelque chose dans la voix d'Élise, quelque chose de brut et de sincère, qui faisait taire les moqueries. Grégoire tenta un applaudissement ironique. Quel beau discours de victime! Mais le courage ne paie pas les factures, ma chère, et la vérité ne soutient pas une famille. Antoine a besoin de quelqu'un à sa hauteur, pas d'un fardeau qui le tirera vers le bas. C'est alors qu'une nouvelle voix s'éleva inattendue. L'un des plus anciens employés de la famille, le majordome Jean-Pierre, qui servait les de Courville depuis plus de 30 ans, s'avança au centre du salon. Sa voix tremblante mais ferme résonna. « Avec votre permission, messieurs, mais si nous parlons de dignité, je dois dire quelque chose. Je connais la famille de Courville comme peu de gens. J'ai vu de nombreux flatteurs passer par cette maison. J'ai vu des alliances se faire et se défaire comme des cartes truquées. Mais j'ai rarement vu quelqu'un entrer ici avec l'humilité et la sincérité de cette jeune femme. Alors que beaucoup d'entre vous la jugent sur ses vêtements, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je ne vois chez presque personne ici, l'honnêteté. Et j'ose dire, Monsieur Antoine aurait de la chance d'avoir quelqu'un comme elle à ses côtés. » Un murmure traversa le salon. Quelques employés auparavant invisibles hochèrent discrètement la tête en signe d'accord. Grégoire était rouge de colère. « Tais-toi, Jean-Pierre, tu n'as pas voix au chapitre ici. » Mais Antoine se leva.
Si, il en a une. Il a plus de voix que beaucoup d'entre vous, parce qu'il ne parle pas pour se montrer, mais parce qu'il sait ce qu'est la loyauté. Et c'est exactement ce que je recherche. Le climat changea. Peu à peu, certains invités ne riaient plus. Quelques-uns détournaient même le regard, comme s'ils avaient honte de leur propre cruauté. Le père Michel donna le coup de grâce. Vous exigez d'elle des titres et des richesses, mais qui parmi vous, avec tout le pouvoir que vous avez, aurait le courage d'entrer dans un salon bondé et d'affronter les moqueries sans fuir? Elle est restée, elle a parlé, et elle a montré plus de force que bien des hommes ici présents. Élise, encore effrayée, sentit la flamme de l'espoir se ranimer. Pour la première fois, le public ne la voyait plus seulement comme une cible de raillerie, mais comme quelqu'un avec une voix propre. Grégoire, désespéré, joua sa dernière carte. Tout ceci n'est que du théâtre. Ne vous laissez pas abuser. Cette femme a certainement tout manigancé avec Antoine pour nous manipuler. Il est évident qu'il a besoin d'un récit héroïque pour cacher ses échecs, et elle n'est que sa marionnette. Mais c'est à cet instant que le père Michel brandit une enveloppe scellée. Vous vous trompez, Grégoire. J'ai connu le grand-père d'Antoine, et avant de mourir, il a laissé des instructions claires sur ce qui rendrait cet empire vraiment grand. Et ce n'était pas la richesse, mais la capacité à tenir parole et à agir avec justice. Ce qu'Antoine a fait ici, même si cela semble une folie, est une preuve de courage. Il n'a pas reculé devant sa promesse, même face au ridicule. C'est de l'honneur, quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Le coup porta. L'assistance explosa en murmures d'approbation. Antoine regarda Élise, et cette fois, il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. Il y avait une décision. Élise, devant tout le monde ici, je le réaffirme, je ne renoncerai pas à vous. Non pas parce que je l'ai promis au hasard, mais parce que je vois en vous ce que j'ai toujours cherché, la vérité. Le salon était partagé. Certains faisaient encore la moue, d'autres applaudissaient déjà discrètement. Mais une chose était sûre, la partie avait changé. Ce qui était autrefois un motif de scandale commençait à se transformer en respect. Grégoire, vaincu pour la première fois, se retira dans l'ombre, ravalant son propre venin. Il savait qu'il ne serait pas si facile de détruire son cousin, mais il savait aussi que la bataille était loin d'être terminée. Élise, encore tremblante, regarda Antoine. Dans ses yeux, il y avait de la peur, mais aussi une nouvelle lueur. Peut-être, pour la première fois, la possibilité de croire que le destin ne l'avait pas placé là par hasard. Et ainsi, au milieu des regards de jugement et des applaudissements timides, naquit la première étincelle de justice. Le salon, qui quelques minutes plus tôt avait été le théâtre de l'humiliation, devenait maintenant le témoin d'un retournement que personne n'avait prévu. Le salon était plus divisé que jamais. D'un côté, les regards indignés des familles traditionnelles, qui voyaient dans le choix d'Antoine une attaque contre toutes les conventions. De l'autre, des applaudissements discrets, venant de ceux qui, au fond, se sentaient touchés par le courage de la jeune couturière. L'air vibrait de tension, et chaque mot semblait capable d'enflammer l'atmosphère. Antoine se tenait droit au centre de la pièce, avec Élise à ses côtés, encore hésitante. Grégoire s'était retiré dans un coin, mais ses yeux lançaient des éclairs de haine. Il n'acceptait pas la défaite et préparait en silence son coup final. Soudain, il se leva de nouveau et cria, interrompant les murmures. « Vous êtes tous manipulés. Vous voulez la preuve que cette femme ne vaut rien? Eh bien, je l'ai. » L'assistance retint son souffle. Le climat s'alourdit de nouveau. Élise sentit son cœur se glacer. Que pouvait bien inventer cet homme de plus contre elle? Grégoire ouvrit une mallette qu'il avait apportée et brandit quelques papiers. Voici des registres de dettes anciennes, liées à la mère de cette jeune femme. Des dettes qu'elle n'a jamais pu rembourser, des dettes qui entachent le nom de n'importe quelle famille respectable. Comment quelqu'un comme elle peut-elle rêver de devenir la maîtresse de cette maison? Elle porte la honte dans son sang. Les chuchotements explosèrent à nouveau, cruels comme des lames de rasoir. Élise pâlit. Oui, c'était vrai. Sa mère avait contracté des prêts pour sauver son atelier dans les moments difficiles. Des dettes qu'elles avaient lutté pendant des années pour rembourser.
Mais le ton de Grégoire transformait un sacrifice en un motif d'humiliation. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Les larmes revinrent à ses yeux. Antoine, cependant, s'avança avec détermination. Il arracha les papiers des mains de Grégoire et les leva pour que tous les voient. Oui, il est vrai que Madame Renaud, la mère d'Élise, a contracté des dettes. Et savez-vous pourquoi? Pour élever sa fille, pour qu'elle ne souffre pas de la faim, pour maintenir en vie un atelier où de nombreuses femmes travaillaient et nourrissaient leur famille. Vous appelez ça de la honte? Moi, j'appelle ça du courage et de l'honneur. Le salon éclata en murmures confus. Certains applaudissaient déjà, d'autres secouaient la tête, réticents à céder. Le père Michel s'avança, la voix ferme. Ceux qui se moquent des dettes d'une mère n'ont jamais connu la douleur du sacrifice. Qui, ici, parmi vous, messieurs, aurait le courage de travailler des nuits entières pour rembourser chaque centime à la sueur de son front? Seul quelqu'un qui aime vraiment le ferait. Et c'est ce qu'Élise a appris depuis son enfance, se battre sans se vendre. Élise, touchée par ces mots, leva les yeux pour la première fois cette nuit-là sans crainte. Elle vit sur les visages de certains invités le doute se transformer en respect. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seule. Grégoire, furieux, tenta de reprendre le contrôle. Ne vous laissez pas emporter par des discours émotionnels. C'est leur jeu, transformer les faiblesses en vertus. Mais la société ne pardonne pas, elle n'oublie pas. Si Antoine épouse cette femme, vous verrez tous sa fortune s'effondrer, ses affaires péricliter et sa famille être ridiculisée à jamais. Mais cette fois, ce ne fut pas Antoine qui répondit, ce fut Élise. D'une voix tremblante mais claire, elle fit un pas en avant. Si ma présence ici est si offensante, je peux partir maintenant. Je n'ai pas demandé à être à cet endroit, je n'ai pas demandé à être choisi. Je voulais seulement travailler en paix, aider ma mère et vivre avec dignité. Mais si le destin m'a amené ici, ce n'est pas pour me couvrir de honte, c'est pour m'éprouver. Alors je vous le dis, je n'ai pas peur de votre rejet. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais je ne baisserai pas la tête face à l'injustice. Le salon se tut. C'était comme si une force inattendue avait jailli d'elle. Grégoire resta sans voix. Antoine, ému, lui prit la main devant tout le monde. Avez-vous entendu? C'est exactement ce que je cherchais. Pas une beauté achetée, pas des titres hérités, pas de faux sourires. Je cherchais quelqu'un qui aurait le courage d'affronter le monde, et j'ai trouvé en Élise ce que je n'ai jamais trouvé en personne. Les applaudissements commencèrent timidement, puis prirent de l'ampleur. Certains applaudissaient discrètement, d'autres avec force, jusqu'à ce que la moitié du salon soit debout. Véronique, la femme qui avait rêvé d'être l'épouse d'Antoine, tenta d'intervenir. « C'est de la folie. Il est seulement aveuglé, charmé par le drame de cette femme. Il réalisera bientôt son erreur, et elle disparaîtra comme elle est entrée, insignifiante. » Mais Antoine se tourna vers elle, ferme. « Vous vous trompez, Véronique. L'erreur a été de penser que je me contenterais de masques. Vous me vouliez comme un trophée, une vitrine. Mais je ne suis pas une marchandise, et je ne veux certainement pas vivre d'apparence. Ma décision est prise. » Grégoire, désespéré, poussa un cri. « Alors que tous soient témoins! À partir d'aujourd'hui, je te déclare une guerre ouverte, Antoine. Tu regretteras d'avoir choisi cette femme. » Il sortit furieux, claquant la porte avec violence. Le salon resta silencieux un instant. Puis, Antoine se tourna vers tous les présents. « Écoutez-moi bien. Pendant des années, tout le monde m'a vu comme le milliardaire inaccessible, celui qui avait tout. Mais ce que vous n'avez jamais réalisé, c'est qu'à l'intérieur, je n'avais rien. Aujourd'hui, devant vous, je choisis quelque chose de différent. Je ne choisis ni la richesse, ni les alliances, ni le prestige. Je choisis la vérité. Je choisis Élise. » Il attira la jeune femme au centre du salon. Tenant sa main, il s'agenouilla devant elle, à la stupéfaction générale. « Élise Renaud, devant tous, je vous le demande, acceptez-vous de devenir ma femme ?» Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Le monde entier l'observait, mais à cet instant, elle ne voyait que ses yeux. Il y avait de la sincérité. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelqu'un qui la voyait vraiment. Les larmes aux yeux, elle répondit d'une voix ferme. « Oui,
Le salon explosa en applaudissements. Ceux qui se moquaient n'osaient plus affronter la force de ce moment. Beaucoup se levèrent, reconnaissant qu'ils assistaient à un événement historique. Le père Michel leva les mains, bénissant le couple. Ce que Dieu a uni aujourd'hui, nul homme ne pourra le séparer. Antoine se releva et l'embrassa devant tout le monde. Élise pleurait, mais c'étaient désormais des larmes de soulagement et de victoire. L'ambiance avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un spectacle d'humiliation s'était transformé en une consécration publique. La femme simple entrée par hasard était maintenant reconnue comme la fiancée de l'homme le plus puissant de la ville. Et, pour la première fois, Antoine se sentit libre. Libre des chaînes invisibles des apparences. Libre de la prison de l'orgueil. Il n'était plus seulement un milliardaire. Il était un homme qui avait tenu sa parole et trouvé, à l'endroit le plus improbable, le véritable amour. Le salon tout entier fut témoin de la chute de l'arrogance et du triomphe de la sincérité. Le monde d'Antoine ne serait plus jamais le même. Cette nuit-là, le destin avait changé non seulement pour Antoine et Élise, mais pour tous ceux qui avaient assisté à la scène. Le salon, auparavant envahi par la moquerie, semblait maintenant respirer un autre air. Le silence pesant avait laissé place à une atmosphère de réflexion. De nombreux invités, qui riaient aux dépens de la jeune femme, évitaient désormais de croiser son regard. Certains, gênés, avaient déjà quitté les lieux en silence, incapables de supporter le poids de leur propre cruauté. Antoine emmena Élise hors du salon, la conduisant par la main comme on protège un trésor nouvellement découvert. Sur le balcon éclairé par la lune, loin du brouhaha, il se tourna vers elle. « Je sais que vous n'avez rien demandé de tout cela, » dit-il d'une voix sereine. « J'ai transformé votre vie en spectacle, sans même vous demander votre avis. Mais sachez-le, je ne forcerai rien. Si vous voulez partir, je vous laisserai. Si vous voulez rester, je promets de me battre à vos côtés contre tous, s'il le faut. » Élise le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'arrogance, pas l'orgueil qu'elle attendait d'un homme si riche. Il n'y avait que de la vérité. Et aussi absurde que cela puisse paraître, elle sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. « Je ne sais pas si je peux vivre dans votre monde, Antoine, » répondit-elle. « Mais je sais que je ne veux pas passer ma vie à fuir qui je suis. Si vous êtes avec moi, alors peut-être que j'y arriverai. » Il sourit, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un sourire pour impressionner un public ou cacher des blessures. C'était un sourire léger, celui d'un homme ordinaire. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Journaux, chroniques mondaines, radios, tous parlaient de la décision choquante du milliardaire qui avait promis d'épouser la première femme à entrer dans son salon et qui avait tenu parole. La société se divisa entre ceux qui se moquaient et ceux qui admiraient son courage. Mais pendant ce temps, Antoine et Élise construisaient quelque chose que personne n'attendait, une relation réelle. Il la présenta à l'Empire de Courville, lui montrant chaque détail des affaires, et à la stupéfaction générale, Élise ne se perdit pas dans l'éclat du luxe. Elle posait des questions simples, mais pertinentes. Elle suggéra des changements pour mieux valoriser les employés, pour garantir de meilleures conditions aux couturières qui travaillaient dans les usines. Et peu à peu, sa voix commença à avoir du poids. Certains cadres se moquèrent au début, mais ils réalisèrent bientôt que ces idées donnaient des résultats. L'Empire non seulement se maintint, mais il grandit, car les travailleurs se sentaient désormais valorisés. Pendant ce temps, Grégoire, consumé par la rancœur, perdit du terrain. Ses intrigues, autrefois applaudies par certains, n'avaient de plus d'effet. Son masque tomba devant tout le monde. Dans les réunions de famille, on ne l'écoutait plus. Dans les soirées mondaines, on l'évitait. Sa défaite ne vint pas d'un seul coup, mais dans le silence et l'oubli. Élise, quant à elle, gagnait de plus en plus de respect. Non pas à cause du nom qu'elle portait désormais, mais à cause de son attitude. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle continuait à rendre visite à sa mère dans sa petite maison de quartier, l'aidant à l'atelier dès qu'elle le pouvait. Et elle tint à ouvrir la boutique dont elle avait tant rêvé, non pas pour elle-même, mais pour que d'autres femmes puissent travailler dans de meilleures conditions. Le mariage d'Antoine et Élise
ne fut pas un spectacle d'ostentation. Au contraire, ce fut une cérémonie simple, célébrée par le père Michel, entouré des personnes qui comptaient vraiment. Il n'y avait ni diadème en diamant, ni invitation dorée distribuée par intérêt. Il y avait des fleurs cueillies dans le jardin, des voix émues et des promesses sincères. Quand Antoine tint la main d'Élise devant l'autel, il n'y avait plus de doute. L'homme qui avait été prisonnier de sa propre fortune avait enfin trouvé la liberté. Et la jeune femme qui était entrée par hasard dans une demeure hostile avait découvert que sa dignité était plus précieuse que n'importe quel bijou. L'impact de cette histoire résonna longtemps. Les chroniques mondaines tentèrent de la ridiculiser, mais finirent par se rendre à la force des faits. L'empire de Courville prospérait plus que jamais, et la femme autrefois qualifiée d'intruse était désormais un symbole de courage et de transformation. Et pour ceux qui étaient présents cette nuit fatidique, la leçon fut gravée à jamais. Beaucoup apprirent à réfléchir à 2 fois avant de rire de la simplicité de quelqu'un. D'autres réalisèrent que les promesses, lorsqu'elles sont tenues avec courage, peuvent changer des destins. Élise, cependant, n'a jamais voulu être un symbole. Elle voulait seulement du respect, et c'est ce qu'elle a obtenu. Aux côtés d'Antoine, elle a construit une nouvelle vie, sans jamais perdre sa propre essence. Lui, de son côté, comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans les chiffres, mais dans le courage d'aimer sans masque. Au final, il ne s'agissait ni de fortune ni de scandale. Il s'agissait de la dignité d'une femme simple qui a refusé de baisser la tête et de la rédemption d'un homme qui a décidé d'honorer sa parole, même contre le monde entier. Et ainsi, dans cette histoire qui avait commencé par la moquerie, l'amour a triomphé. Si cette histoire a touché votre cœur, je veux vous entendre. Combien de fois la société a-t-elle déjà essayé de dire qui mérite ou non d'être heureux? Combien de fois les préjugés ont-ils parlé plus fort que la vérité? Le courage d'Antoine à tenir sa parole et la force d'Élise à ne pas céder à l'humiliation nous rappellent que la vie peut toujours basculer soudainement quand on s'y attend le moins. Parfois, une seule porte qui s'ouvre change tout et révèle que le véritable amour ne se mesure pas en titre, en richesse ou en apparence, mais en dignité et en sincérité. Maintenant, je veux savoir, croyez-vous que le destin puisse agir de manière aussi inattendue? Écrivez dans les commentaires « Oui » si vous croyez que la vie peut transformer un hasard en quelque chose d'extraordinaire. Et ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, avec quelqu'un qui se sent peut-être petit face au monde et qui a besoin de se rappeler que la vérité trouve toujours son chemin. Ah, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci, parce que chaque semaine, de nouvelles histoires de courage, de justice et d'amour vous attendent.